Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pépites et Pépins, le podcast de la Mona Community. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Ben pour parler d'un sujet qui vous intéresse beaucoup. C'est comment est-ce qu'on fait quand on est jeune, quand on vient de milieux pas forcément tournés vers l'entrepreneuriat, quand on ne se sent pas légitime, quand on a un bon gros syndrome de l'imposteur, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir, pour entreprendre. Et surtout, nous, on a envie de vous prouver que des années plus tard, si vous bossez plus que les autres, si vous vous formez plus que les autres, si vous vous remettez en question continuellement, en fait, au bout de quelques années, ça peut payer, on en est la preuve. Moi, déjà, j'aimerais qu'on commence par se présenter. Je me suis déjà présentée dans des anciens podcasts, donc je vais te laisser commencer. Ok, écoutez, moi c'est Ben. Je suis né en Vendée. J'ai 32 ans et je suis aujourd'hui agent immobilier. J'ai monté ma propre société. Que vous dire de plus? Je suis passionné de sport automobile, je suis passionné d'entrepreneuriat et je suis passionné des bonnes choses de la vie. Donc voilà, j'essaie de faire mon petit chemin. Ça va bientôt faire 9 ans que je suis sur Paris. Et, euh, et voilà, c'est ce qui a fait aussi qu'on se soit rencontrés. C'est ce qui nous lie, c'est surtout le petit côté épicurien. Exactement, ouais. Le fait de venir de région et en fait de partir sur Paris avec l'idée de voir ça un peu comme l'élite, de voir ça un peu comme se challenger. Je pense que c'est ça, dans un premier temps, qui nous rassemble un peu, quoi. Ouais. Donc voilà, dans les grandes lignes. Et moi, du coup, c'est Solène. Je suis à l'initiative de la Mona Community où je regroupe mes meilleurs potes entrepreneurs pour accompagner d'autres jeunes entrepreneurs avec des vibes un petit peu plus 2025 et où on parle dans ce podcast de effectivement nos ambitions, mais aussi de nos petits pépins d'entrepreneurs et des pépites qui nous rendent fiers. Pour me présenter du coup rapidement pour ceux qui débarquent dans cet épisode, je suis entrepreneur dans la beauté. J'ai un salon de coiffure à Paris 11e que j'ai monté il y a 3 ans. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Benjamin, on y reviendra plus tard. Et un deuxième concept, institut, salon de coiffure, pareil aussi dans le 11e, donc Studio Mona et Maison Coton. Et j'ai monté l'année dernière la Mona Academy pour accompagner les pros de la beauté et les entrepreneurs à se lancer. Du coup, aujourd'hui, on va commencer par parler un peu de notre rencontre. Parce que on s'est rencontrés il y a bientôt 3 ans et demi. Dans les visites du local de Studio Mona. Donc moi, je cherchais activement un local pour ma première installation. Il faut savoir, je l'ai déjà raconté, mais je pense que ça donnera de l'espoir à ceux qui galèrent aujourd'hui à trouver des locaux à cause de leur jeune âge ou à cause de caractéristiques qui ne donnent pas trop confiance aux propriétaires. Et bien, c'était complètement mon cas parce que j'avais 24 ans. Je faisais 50 kilos tout mouillé parce que je sortais du burn-out. Et j'étais une petite meuf, quoi. Donc, j'ai fait bien une vingtaine de locaux commerciaux avant de tomber sur un agent immobilier qui écoute mon projet et qui m'écoute encore 3 ans et demi plus tard. Bah ouais, on s'est rencontrés du coup au moment de cette fameuse visite. Si je me rappelle bien, t'as enchaîné un petit peu quand même les déceptions. Mm. C'est vrai que profil particulier parce que jeune profil, projet mal compris parce qu'on associe très vite la coiffure à quelque chose d'éphémère, pas forcément sérieux, qui est toujours un petit peu sous-estimé à mon sens. Mm. Mais voilà, cette visite a été donc j'avais on va dire le local qui est toujours aujourd'hui Studio Mona à la location. Et donc, quand on s'est rencontrés, c'était autour de cette visite-là. Mm. Et donc, je me suis quand même rapidement aperçu que le projet était un peu plus poussé, un peu plus sérieux, etc. Et ça va intéresser nos auditeurs. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu écouter mon projet, du coup? Ben, en fait, moi aujourd'hui, dans ma position d'agent immobilier, je dois en fait défendre les intérêts des clients qui me font confiance et qui me mandatent pour la vente ou la mise en location de leurs biens. Donc là, Là quand tu parles de tes aujourd'hui, clients, tu parles des propriétaires. exactement, des propriétaires de ton local. Aujourd'hui, eux, le but, c'est, ils ont des locataires qui s'en vont, ils m'appellent, ils me disent, voilà, aujourd'hui, nous, on veut mettre un nouveau locataire dedans. Et évidemment, comme tout propriétaire qui cherche à rentabiliser son investissement, il va viser en fait la pérennité Mm. Les gens de écoutent la ça location, réfléchir. exactement. Sachant que tous les propriétaires sont toujours un peu frileux comment dire, des nouvelles entreprises, des créations d'entreprises, parce qu'il y a une part de risque qui est évidemment beaucoup plus élevée.
Donc aujourd'hui, le but, c'est de trouver l'équilibre entre défendre les intérêts de mon propriétaire qui, lui, souhaite une pérennité, etc., et recevoir évidemment ses loyers tous les mois, et en même temps trouver un locataire qui, lui, va pouvoir aujourd'hui faire vivre le lieu, développer son activité et pouvoir voir aussi sur la pérennité. Donc moi, en fait, ma première mission au départ, c'est de défendre les valeurs, enfin, les ambitions et les demandes de mes clients propriétaires. Et évidemment, de toutes les personnes qui visitent, c'est mon travail d'étudier tous les dossiers et de moi leur présenter le dossier qui me semble, selon moi, le plus sérieux ou qui va voilà, leur amener la pérennité la plus propre et la plus... Mm. Donc en fait, moi j'étais un peu, je t'inspirais quelque chose de fiable quand même. Bah, le but aussi, c'était l'énergie. Mm. Le problème aujourd'hui, c'est que j'ai des clients qui arrivent avec beaucoup d'argent, un super projet, et qui sont mous comme tout. Et ça, quand il faut défendre un projet comme ça en disant oui, bah oui, je vais travailler, oui, bon, on verra bien ce que ça va se donner l'année prochaine. Ça aujourd'hui, c'est difficile à défendre comme profil, alors que toi tu arrives à 24 ans. J'ai appris après que tu avais traversé un burn-out, mais moi, c'est pas les premières énergies, on va dire, que j'ai ressenties. Moi, je veux quelqu'un qui a le couteau entre les dents, qui a monté un business plan qui est ficelé, on va dire, c'est très très carré. Tu as un prévisionnel sur 3 ans qui te permet aujourd'hui de voir ton évolution possible. Et donc, en fait, aujourd'hui, tu avais quand même monté un très beau dossier. Malgré ton jeune âge et la création de société, tu m'as délivré des armes qui m'ont permis moi aussi de présenter aussi ton profil, enfin ton dossier sous son meilleur profil. Donc évidemment l'énergie, quand on est passionné par ce qu'on fait, évidemment on est passionnant et en fait c'est là où il faut quand même appuyer les choses, surtout pour vous qui nous écoutez. Montez votre dossier, faut qu'il soit vraiment en corrélation avec votre esprit, avec votre idée, etc. Parce que plus vous avez donné d'armes à votre agent immobilier, plus lui pourra s'en servir pour défendre votre profil en fait sur le dossier et espérer le faire passer quoi. On ne le répétera jamais assez, convaincre les premiers acteurs qui vont te suivre dans un projet, au final, c'est les convaincre aussi par ta personnalité. Moi, je dis toujours, je ne sais pas si c'est une statistique exacte, mais que un projet, c'est 80% du temps l'entrepreneur qui le porte. Le porteur de projet fait 80% du projet. Là, encore une fois, on l'a prouvé. Alors, bien sûr, la personnalité ne suffit pas, hein. Vous pouvez avoir le plus grand sens de l'humour. C'est pas ça qui va faire un business plan. Donc, faut être hyper structuré. Mais, mais ouais, mais je trouve que c'est hyper intéressant de dire si t'es passionné, t'es passionnant. Les gens passionnés, on se rend pas compte qu'on est passionnant. Et c'est bien de le rappeler parce que justement, la passion peut vous rendre en fait tout simplement légitime à pitcher un projet au final. Oui, bien sûr. Pour tous ceux qui se retiennent encore alors qu'ils sont ultra passionnés, allez-y parce qu'en fait en face de vous, il y a des gens qui se rendent encore plus compte de votre passion que ce que vous êtes capable de le reconnaître. Après, ce qui fait aussi que ça a matché, c'est qu'on a des profils qui sont un peu similaires. On était jeunes, moi je venais aussi de créer mon entreprise, etc. Et ça me donnait aussi envie de pouvoir vous mettre le pied à l'étrier de cette manière-là. Évidemment, ce n'est pas une garantie. Vous pouvez avoir le meilleur business plan, la meilleure personnalité, le plus grand des sourires. Si vous tombez sur un agent immobilier qui est une pomme de terre, voilà, et malheureusement, vous pouvez avoir les meilleures armes, il n'en fera absolument rien. Bien Donc, sûr. ça rebondit un petit peu aussi sur la capacité à bien s'entourer Ouais. et en fait de voir des relations sur l'avenir. Parce que aujourd'hui, on collabore encore ensemble et que de ça, finalement, on a fait naître plein de choses derrière, quoi. Puis ce qu'on oublie souvent, c'est qu'un agent immobilier, c'est avant tout du conseil. Et il y a bien une bonne année qui s'est écoulée après la signature du bail où tu étais quand même joignable et où j'ai pu te demander des conseils. Donc je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le fait, beaucoup d'agents immobiliers qui le font. Donc au final, est-ce qu'il vaut mieux pas choisir un local commercial qui a peut-être 5 mètres carrés de moins, mais où tu peux avoir des gens sur qui compter sur le long terme, surtout sur une première affaire? Moi, je pense que c'est assez intéressant. Et c'est vrai que assez rapidement dans notre discussion, dans notre première discussion, je pense au bout de 5 minutes, on a remarqué que ce qui nous liait, c'était effectivement notre jeune âge et la grinta, comme on dit, mais surtout qu'on venait de province et qu'on était venu à Paris pour les mêmes raisons. Alors il y en a qui viennent à Paris pour les études et qui du coup restent parce qu'ils trouvent des stages de fin d'études qui découlent sur des CDD, des CDI, voilà. Bon, nous, en termes d'études... Bon, voilà. Non, mais nos études, elles sont assez drôles parce que
d'un œil de la société, on est vraiment les archétypes des losers. Le CAP coiffure et le CAP mécanique, quoi. C'est ça. Si t'es nul à l'école, t'es un garçon, tu fais CAP mécanique. Si t'es nul à l'école, t'es une fille, tu fais CAP coiffure. Bah c'est nous. Ouais, non, mais tout à fait, mais on va dire la situation est un peu en train de s'inverser, mais c'est Ouais, de là aussi où est née notre envie d'aller plus loin. ouais. Le fait de pas correspondre en fait à un système scolaire et il y a cette incompréhension en fait qui commence à naître, ce manque de reconnaissance qu'on essaie de trouver en fait autour de nous. Bah voilà, c'est exactement moi, mon cas, hein, BEP mécanique, Mm. t'as ton BEP, ça y est, t'as le premier diplôme, tu te diriges ensuite vers un bac en 3 ans. T'arrives au bout du bac, on te propose de faire des licences, mais tu vois bien que les débouchés finalement, ça va pas très très loin. Et il y a quand même ce côté où on se tourne vers l'apprentissage parce qu'on a Mm. besoin de rentrer dans le monde du travail rapidement. Je pense que quand on n'est pas très scolaire, il y a ce besoin de rentrer dans le monde professionnel, peut-être pour valider certaines choses Mm. pour nous, valider certaines choses auprès des adultes. Mm. Parce que quand on commence à travailler à 14 ans, on a l'impression qu'on, ça y est, on va construire une famille, etc. Piano, piano. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que cet artisanat, parce que c'est l'artisanat Mm. aujourd'hui, hein, ces travaux manuels, etc., sont en train de dépérir un petit peu, parce Mm. qu'ils ont été justement mal vus par la Mm. société, etc. Donc, Et de l'autre côté, on on- a une génération qui essaye de leur redonner leur titre de noblesse. exactement. Mm. Et c'est pour ça que je pense qu'à travers ça, aujourd'hui, on va un peu là-dedans, parce que justement, au début, c'est «Ah, tiens, t'as fait de l'apprentissage, etc.» D'accord, bon, t'es Mm. vite quand même mis dans une case. Mm. Et alors après, je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est sûr que ça a été surtout une revanche derrière, Ouais. parce que plus je prenais de réflexion, plus c'était OK. On comprend un peu les règles du jeu, OK, ça se passe comme ça. Ceux qui font des études, on va dire, un peu plus hautes, ou etc., en fait, on a envie de les challenger Mm. 5 ou 10 années après. Mm. Et, bon, faut rester évidemment toujours dans le respect, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a le système scolaire n'est plus forcément en adéquation avec le monde professionnel qu'on connaît aujourd'hui. Mm. Et les cartes sont un petit peu redistribuées. Mm. Aujourd'hui, le côté autodidacte, etc., est quand même plus valorisé. Vous pouvez faire de grandes études, mais qui sont aujourd'hui plus du tout en corrélation avec ce qui est attendu aujourd'hui par les entreprises. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, ben voilà, on a des personnes qui sont ultra diplômées, qui ne trouvent pas de boulot. Et c'est un peu en fait les autodidactes, ceux qui aiment apprendre sur le fait, etc., qui apprennent vite, mais qui ont besoin en fait de se mettre tout de suite dans le bain, Mm. qui sortent un peu leur carte du jeu Mm. et qui finalement sont amenés à un peu voilà, se jeter dans le vide, mais finalement avec une volonté de Ouais, c'est ça. combattre toutes les épreuves qui peuvent se présenter devant eux. Donc non, non, moi parcours évidemment qui a pu éventuellement me faire souffrir au départ, mais dont Mm. je suis très fier aujourd'hui, parce que ça m'a permis au fait aujourd'hui d'être de l'autre côté aussi de la barrière. Maintenant, je fais un métier qui n'est plus manuel, quoique on monte quand même encore dans des vieux immeubles ou des vieilles maisons, dans les caves et les combles. Mais ça nous permet aujourd'hui d'avoir un côté technique Mm. et un côté aujourd'hui, évidemment, où on a ce côté administratif, et en fait de lier les deux et d'avoir connaissance de ces deux mondes professionnels est une vraie force pour moi. Ouais, Et c'est aujourd'hui, très il faut beau ça. savoir en fait le transformer. De toute façon, les métiers manuels, ils sont rarement que manuels. Enfin, Oui, exactement. on les voit comme ça. Moi, quand j'ai choisi le métier manuel, c'était pas forcément pour prouver quoi que ce soit, mais c'était plus pour trouver ma zone de génie, quoi. Je savais que quand je faisais un truc avec mes mains, j'apprenais 10 fois plus vite que quand je faisais un truc avec ma tête. Mais au final, aujourd'hui, je bosse plus avec ma tête qu'avec mes mains. Donc, Oui, exactement. l'un ne va pas sans l'autre quand même, hein. Tout à fait. C'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment une force pour nous, quoi. Hmm. Et du coup, alors pourquoi t'as pris la décision de venir à Paris? Qu'est-ce qui t'appelait ici? Alors justement, quand j'étais petit, ma maman me disait toujours fais quelque chose qui te plaît. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, par ce parcours finalement de la mécanique automobile, d'entrer ce qui était dans ma passion, en fait, ce qui était le sport automobile. Donc j'ai eu beaucoup de chance. À 22 ans, je suis responsable d'un département qui construit des véhicules de compétition, donc pour le Dakar et l'autocross, etc. Et j'ai la phrase de ma maman qui commence à faire sens complet, parce qu'aujourd'hui, je rentre dans un métier pour lequel d'ailleurs j'ai pas les diplômes, Mm. j'ai pas les formations, et en fait on voit surtout un jeune passionné, et c'est ce qu'ont vu à ce moment-là, je pense, mes patrons, c'est là on a un jeune passionné qui a le couteau entre les dents, on lui donne des responsabilités, et c'est vrai que moi aujourd'hui, à 22 ans,
travailler dans ma passion, c'est quelque chose d'assez rare. Donc j'ai été quand même absolument ravi, ça a été un moment très important dans ma vie. Sauf qu'au bout de 2 ans, eh ben, il y a un cheminement aussi quand même qui se fait, où tout va bien dans ma vie, sauf aujourd'hui le niveau de rémunération Mm. euh, que je fixe moi-même trop bas par rapport à mon âge, et peut-être un Tes peu ambitions? prétentieux, oui voilà mes Bah ambitions ouais. salariales, Mm. même si je peux être parfois un petit peu ambitieux, même sans avoir les diplômes Non, ou mais il n'y a pas à rougir d'être ambitieux. exactement. Mm. Et en fait, bah, aujourd'hui, on est tiraillé entre ce bon, je gagne pas l'argent que je veux aujourd'hui, mais j'ai une chance qui est ultra rare et donc il faut avoir conscience, c'est que je bosse de ma passion. Mm. Donc le matin quand je me lève, j'ai pas du tout, enfin c'est, je vais pas au travail quoi, Mm. je vais kiffer quoi, Mm. je vais construire des véhicules de compétition, je vais rouler avec des véhicules de compétition, je vais être avec une équipe, on a des deadlines, je voyage, etc. Donc non, non, franchement, j'ai énormément de chance. Sauf qu'à un moment donné, en fait, on essaye de se projeter un peu à l'avenir quand on me dit, vous voyez où dans 5 ans, dans 10 ans, bah, à ce moment-là, moi, j'avais pas du tout la réponse. Et donc, du coup, on met tout sur la table et on se dit, bah, aujourd'hui, en fait, il faut que j'arrive à gagner plus d'argent. Je regarde évidemment dans ma passion, et là, en fait, on se retrouve que bah, c'est plus des barrières, hein, c'est que c'est des montagnes. Aujourd'hui, c'est soit on reste de l'autre côté de la ligne et on restera toujours à regarder les pilotes rouler, mais on vivra de notre passion et en fait, on vit la passion de manière un petit peu indirecte. Mm. Ou alors, j'essaie de trouver un domaine dans lequel je sais que je peux m'impliquer et essayer d'aller challenger les meilleurs, qui va me permettre de gagner peut-être un peu plus d'argent et d'inverser la tendance, c'est-à-dire d'aujourd'hui faire un travail que j'aime, mais qui va me permettre de vivre ma passion pleinement Mm. comme je l'entends. Et donc, en fait, après avoir fait tout ce petit travail chez moi à la maison, bah, je me rends compte que l'immobilier, bah, finalement, ça ne demande pas non plus des diplômes énormément, et c'est un métier à ce moment-là, on est en 2000, fin 2017, début 2018, bah, qui donne beaucoup sa chance, hein. On est Mm. dans un marché qui va bien, beaucoup de gens s'y essayent, peut-être à ce moment-là sous-estiment aussi un petit peu le métier d'agent immobilier. Mais voilà, je vois aujourd'hui un petit peu que... alors attention, c'est une prise de risque parce que je sors complètement du salariat. Là, je rentre dans un système où on te rémunère à la hauteur de ton investissement. Mm. Vous n'êtes Et jamais salarié quand vous êtes agent alors, immobilier? on peut être salarié, Mais c'est rare, quoi. mais c'est rare aujourd'hui. Ou alors, on peut avoir un système de salarié VRP, Mm. c'est-à-dire que c'est de l'avance sur commission. On vous donne un SMIC, mais qu'il faut rembourser par votre travail, qui peut s'accumuler, etc. Mais aujourd'hui, voilà, si on veut atteindre des rémunérations les plus élevées, alors là, on se met en tant qu'agent commercial, donc Mm. en auto-entreprise ou en entreprise individuelle. Et à ce moment-là, en fait, vous n'avez pas de salaire, mais vous êtes un petit chef d'entreprise qui monte sa Mm. petite société en mettant en fait vos compétences au service de quelqu'un qui a les études aujourd'hui pour avoir la carte, ce qu'on appelle la carte T, qui vous autorise en fait à faire de l'immobilier, transactions, immeubles en fait et fonds de commerce. Donc voilà, ça reste quand même un métier qui est très réglementé. Et je parle de ça justement parce que oui voilà, donc du coup je parle de ce point de l'immobilier et j'ai la chance d'avoir mon demi-frère qui vit sur Paris à ce moment-là et qui travaille d'ailleurs dans l'immobilier. Donc en fait je fais vraiment Coucou un Martin! coucou Martin. Et du coup, voilà, je prends une petite semaine de vacances à Paris. Et Martin passe à son agence. Et c'est le patron donc, du coup, de mon demi-frère qui me dit t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là? Petit Vendéen que tu es. Et il me propose de faire un entretien. Et donc voilà, moi je vois toujours les entretiens d'embauche comme des choses à apprendre. Et en fait, je fais cet entretien. Il me dit bah, écoute, pour moi, tu as les codes pour au moins t'y essayer, évidemment. Donc l'aventure dans l'immobilier commence comme ça. Et je me lance dans l'immobilier en fait à Paris, on est fin 2017. Mhm. Fin 2017 et voilà, je démissionne d'un métier qui a été ma passion. Mm. Donc je vous cache Avec pas un que sacro-saint là, CDI en plus. exactement, Ouais. CDI, métier passion, voyage payé par la société. Alors évidemment, je visite pas, hein, mais j'ai la chance déjà de sortir de France, aller visiter l'Espagne, le Portugal, Mm. l'Italie, l'Allemagne. Donc voilà, aujourd'hui, je commence à, enfin voilà, je prends, selon moi, un gros risque. Mm. Mais tu sais dès le départ que tu vas savoir quand même vendre, argumenter, faire de la Absolument pas. chasse. Tu sais même pas que tu sais vendre. Absolument pas. Je me dis en fait aujourd'hui, Ben, t'as 24 ans. Si tu veux changer de vie, c'est maintenant. Mm. Donc j'ai peur juste d'une chose en fait, c'est d'avoir des regrets. Mm. Et en fait, il y a cet inconfort. Je suis très bien entouré. J'ai Mm. Randier, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Mais je me rends compte que dès que je parle boulot, dès que je parle d'argent, dès que je parle
je sais pas, d'essayer, D'ambition, ouais. Ouais, je suis un peu seul, quoi. Je Mm. suis un peu seul, etc. Et je me sens un peu en décalage par rapport à tout ça. Et je sens que ça fait naître quand même quelque chose en moi, une frustration. Mm. Quand je travaille dans le salariat, ben, je travaille pas comme un salarié, c'est-à-dire que je Mm. regarde pas mes heures, quoi. Mm. J'ai la chance de faire un métier dans lequel je suis passionné. Donc évidemment, pour moi, c'est la voiture. On doit partir au Portugal demain matin à 7h, à 20h, elle doit être terminée. Sauf Mm. qu'à 2h du matin, on est encore sur la voiture et voilà, on dort 2 heures et après on part Ouais, bah, pour je pense 24 que... heures de route avec le bus aménagé, etc. Donc on fait un métier passion dans lequel on est ultra engagé. Mais à ce moment-là, en fait, je me dis, j'ai tellement envie d'élever mon niveau de vie. Mm. Et je pense que c'est ça aussi la chose que j'avais à régler avec moi-même, c'est est-ce que je suis prêt à quitter tout ça, qui était une opportunité incroyable, hein, que je Mm. n'aurai sûrement jamais, pour partir à l'aventure. Ouais, Et prendre le voilà, risque. exactement. Et je me dis, bah, c'est 24 ans maintenant, Mm. donc je rends les clés de ma maison, je vends ma voiture, je vends tous mes meubles, je prends mon petit baluchon, et allez hop, je m'en vais chez mon demi-frère, justement, Martin, merci pour le clic-clac. Ça a duré quelques mois, voilà, où je dors sur un clic-clac et je commence l'aventure. Ouais, Et j'arrive à Paris, je connais les Champs-Élysées, quoi, hein. ouais, bah Donc c'est oui. vraiment, je suis un Indien dans la ville. Et voilà, mais par contre, un truc de, allez, je, si j'y arrive là, qu'est-ce qui peut m'arrêter, quoi. Mais je pense que c'est ça qu'on a capté l'un de l'autre au final. Ouais, mais Je t'ai ça raconté que moi fait... aussi j'avais tout vendu pour partir à Paris. Exactement. Mais je peux te dire que ma mère, elle, c'est une tête... Ouais, bah oui, quoi, Paris et tout, tous mes potes, la j'ai la crise chance d'angoisse. de... Ouais, non mais c'est ça, mais en même temps, tu es entouré de tes amis qui, eux, commencent à mettre leur vie en place, rencontrent, comment dire, leur partenaire, Mm. euh, certains achètent une première maison, certains se marient, Mm. il y a du tourisme en Vendée, il y a très peu de chômage, il y a des gros groupes agroalimentaires, il y a de l'industrie, enfin, si tu veux du boulot, il y en a en Vendée, quoi. Donc Bah, franchement, c'est quand même... donc tout le monde me regarde un peu avec une tête en disant, mais lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut aller à Paris? Puis alors, il y a ce côté un peu chauvin, etc. attends, moi ça m'intéresse parce qu'il y a beaucoup de questions sur mon Instagram qui me disent ça, enfin de gens qui me demandent ça. Nous on vient de régions où le parcours parfait c'est le CDI, voire le poste de cadre manager, mais surtout être propriétaire d'une maison, être marié, avoir des enfants. Bien sûr. Et genre, ça aussi, tu penses que tu l'as sacrifié ou dès le départ, tu savais? Alors, deux choses sur ça. La première chose, c'est que je respecte totalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ah, mais on comprend. Hein. ouais, non, mais c'est pour ça. Il faut attention, c'est parce que évidemment les réseaux sociaux, c'est très monte ta boîte, il Hmm. fait des mille et des cents, bosse comme un acharné. Attention, hein, le mec a son CDI, enfin le mec, hein, évidemment le mec ou la nana, hein, mais qui a son CDI, qui bosse comme un acharné, etc. pour subvenir à son crédit, à ses Ah oui, enfants, aux activités, etc. Tout mon respect. il a tout autant de Mais mérite. exactement, tout autant de mérite. En revanche, moi, dès le début, j'ai senti que c'était le moule Hmm. qui m'a. Ben, en fait, Angoisse. non, ouais, je voulais pas du tout de ça, quoi. Et je Hmm. sentais que ça m'aspirait un petit peu et Hmm. j'avais pas envie du tout de ça. Donc, je respecte totalement. Mais moi, personnellement, de ce que j'ai vécu, c'est. Je savais. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais un parcours scolaire où ça allait pas Atypique. exactement, que j'étais un peu, pas dire colérique, mais comme j'avais sur mon carnet de correspondance, l'élément un peu perturbateur. Mais non, non, en gros, moi vraiment tout de suite j'ai senti que c'est pas que j'allais gagner quoi que ce soit ou que j'allais atteindre quelconque sommet, hein, mais que Hmm. ma vie allait être différente, quoi. Que bah, c'est pas du tout ce à quoi j'aspire. J'étais très content pour mes potes qui commençaient à mettre ça en place et j'étais Hmm. vraiment ravi pour eux. Mais en fait, je me sentais vraiment pas du tout en adéquation avec ça, avec ce rythme. Et plus le temps passait, je pense que plus j'ai tout fait. Donc tout a concordé quand voilà, j'ai mon demi-frère qui est à Paris. J'ai aussi à ce moment-là une petite déception amoureuse. Enfin, il y a un alignement de planètes Hmm. où là tu te dis, C'était ton chemin. ouais, faut partir. Et puis surtout, bah, si tu te trompes, écoute, c'est comme ça, quoi. C'est Hmm. pas grave, quoi. Enfin, mais surtout, vas-y, quoi. Alors, je dis ça, faut pas avoir peur de l'échec, etc. Tout le monde, évidemment, quand j'ai annoncé que je partais, a dit ouais, allez, tu vas revenir la queue entre les jambes dans Bah 6 oui. mois, on en reparlera. On l'a Par dit. contre, je vais vous le dire, quand vous m'avez dit ça, vous m'avez donné une force, vous imaginez même pas. C'est-à-dire que pour moi, c'était je mourrais s'il le fallait, Ah mais bah jamais oui. je rentrais la queue entre les jambes C'est clair. en Pendant Vendée. 6 mois. Mais par contre, c'est trop bien parce que ça m'a donné une niaque de fou, quoi. Hmm. Donc, mais
contrairement à des personnes que je peux complètement entendre, qui sont dans des régions qui commencent à être un peu isolées, où il y a des déserts médicaux, les entreprises partent, etc., parce que c'est mal desservi, etc., où là, justement, l'idée arrive par la force des choses que vous n'allez pas trouver finalement votre parcours professionnel à ce moment-là. Moi, j'étais dans un truc où finalement, tout était à portée de main. C'est vraiment que, non, je voulais faire un truc différent, hein. J'avais la plage à une demi-heure de chez moi, du boulot. En termes de qualité de vie, j'avais quand même pas beaucoup à me plaindre, quoi. Par exemple, voilà. Mais du Même coup, si tu j'aime beaucoup le regrettes pas. Saint-Nectaire, voilà, la Bourboule, le Mont d'Or, etc. C'est vrai qu'en termes d'infrastructure, c'était un peu différent, quoi. Ça fait 3 ans et demi que j'entends la Bourboule alors que je ne suis pas du tout de la Bourboule. Je suis à côté. Non, bah oui. Mais par contre, du coup, cette ouverture-là de la Vendée, vous êtes mieux amené vers Paris. Alors que nous, en Auvergne, on ne sort tellement pas. On ne voit tellement pas autre chose que l'Auvergne, que les petites campagnes et tout. Penser pouvoir aller à Paris, déjà, ça te traverse même pas l'esprit. En fait, tu sais même pas que ça va être une opportunité possible. Tu le découvres grâce aux réseaux sociaux maintenant ou des opportunités de vie, mais je trouve qu'en Vendée, vous êtes un peu plus orienté vers le fait que c'est possible déjà. Ouais, mais c'est différent parce qu'en fait, on est à 45 minutes de Nantes. Bah oui. Donc en fait, évidemment, la voie de ce dont je te parlais tout à l'heure, qui fait des études un peu plus hautes, c'était, bah voilà, il rentrait dans les grandes écoles à Nantes, et entre Nantes, qui est quand même pas mal, hein, entre Saint-Nazaire, entre toute la Loire-Atlantique, je veux dire, La Baule, le côté touristique, à descendre en Vendée, on avait ce rayon quand même assez actif où on pouvait trouver, que ce soit dans le tourisme, l'agroalimentaire, dans les entreprises, etc., la construction, il y avait quand même un panel de choses. En revanche, je pense que c'est quelque chose de générationnel. Nos grands-parents, nos parents bougeaient peu. À partir du moment où on essaie dans une région, le fait de prendre 2 heures de train et d'être dans une autre ville, c'était pas quelque chose qui était fait. Nous, je trouve que notre génération, on bouge quand même beaucoup plus facilement. On a moins peur. Enfin, se faire un week-end à Marseille, c'était quelque chose de tout à fait normal. Nous, quand on prenait la voiture familiale pour aller en Normandie, pour aller voir les blocos, c'était la sortie. Hein, c'était quand même. Ah ouais, non, mais exactement. Hein. Nous, on avait des plages de sable, on voyait des plages avec des galets, on était refait, quoi. Hein. C'était, oh mon Dieu, quelle diversité de paysages, quoi. Mais non, non, c'est ce côté, je pense, où aujourd'hui, on est quand même plus à même à pouvoir bouger, à rencontrer finalement de nouvelles personnes. Et finalement, quand on échange avec différentes expériences, différents points de vue, on se dit, pourquoi pas moi éventuellement. Et je pense que c'est ça aussi qui facilite un petit peu, parce que la Vendée, on reste quand même un peu entre nous, etc. aussi, même si c'est des gens avec un accueil absolument extraordinaire. Euh, Moi, je suis, au bout d'un mois, je suis devenu le Parisien. Hein, donc, ça, je pense que je peux parler au nom de tous ceux qui vivent aujourd'hui à Paris. Voilà, exactement. Quand on descend, on est. Alors, quel temps fait-il à Paris? Le Parisien descend. Donc, mais voilà, quelque chose que j'accepte complètement parce que il faut aussi être chauvin et défendre ses régions, quoi. Et du coup, le toi de 18 ans, tu lui dirais quoi? Tu lui dirais vas-y fonce ou bof, ça va être un petit pépin? Il va y avoir plein de pépins. Bon, on a compris que c'était quand même En plus fait, ce petit qu'il y que a, c'est pépin. que à 18 ans, j'ai mon bac pro et là, j'arrive à un truc de bon, je voulais quitter l'école, j'adorais bricoler les bagnoles et les motos, donc du coup, je suis parti dans la mécanique. Et en fait, je me rends compte que j'ai mon bac, mon niveau bac, on va dire, un bac professionnel, hein, mais j'ai mon bac et qu'en fait, voilà, et en fait, j'ai pas envie de faire la vidange, de la 206, de Tati Daniel toute ma vie, quoi. Donc aujourd'hui, je me dis, en fait, il faut que je me tourne vers le sport automobile très rapidement, qui a des portes quand même assez fermées, hein, ça reste quand même un milieu où si tu connais pas grand monde, etc., moi, dans ma famille, j'ai pas de nom dans le sport automobile ou quoi que ce soit, donc moi en fait tous les week-ends je suis sur les courses, je parle avec les mecs, etc. Puis finalement, de fil en aiguille, je deviens mécanicien d'un mec qui fait de la course, qui fait le championnat de France des circuits en BMW, qui me présente à son préparateur, etc. Et c'est comme ça que je rentre dans le monde de la compétition et je commence au début, voilà, je suis un préparateur spécialisé BMW. Après je deviens commercial parce que j'essaie de faire un BTS NRC. Alors NRC ça n'existe plus, hein, négociation relation client. Ça existe Euh, Ça n'existe plus. Avant il y avait le MUC et le NRC. Exact. Je n'ai plus le nouveau nom aujourd'hui. Mais en fait, il y a ce problème aujourd'hui de l'apprentissage où il était extrêmement compliqué déjà à mon époque de trouver un maître d'apprentissage. Enfin, je crois que j'envoie 276 CV pour essayer de faire mon BTS NRC.
Et en fait, bah, je me fais embaucher à un moment donné, avant de commencer en sport automobile, au culot pour être commercial dans l'automobile. C'est-à-dire, moi, j'ai dit, écoutez, je suis mécanicien depuis, j'ai 14 ans, donc j'ai 4 ans, je connais tout d'une voiture. Personne ne veut que je fasse un BT CRC apparemment. Par contre, voilà, j'ai un peu une grande gueule. Je pense que ça peut le faire. Prenez-moi à l'essai, quoi. Et donc, en fait, à 18 ans, ben, j'ai envie de te dire, continue un petit peu en disant, ben voilà, t'as pas les armes, mais fonce, parce que qu'est-ce que t'as à perdre? Et quand t'as pas forcément de figure derrière ou de mentorat qui te pousse et que tu vois ce monde adulte que tu découvres au fur et à mesure, et tu vas te dire, mais alors, mais comment je vais gérer tout ça? Est-ce que je vais être heureux? Alors, le fait d'être heureux, je crois que c'est le dernier truc auquel tu penses, hein. Déjà, tu essaies de survivre, ouais, d'être indépendant, tu vois. Moi, enfin, j'avais tout de suite mon appart, etc. Enfin, mon appart, ma maison à l'époque, mais t'as tout de suite. Et puis, ce côté de tu prends ton indépendance, donc jamais je demanderai 1 euro à qui que ce soit, t'as envie de faire tes propres courses, enfin, t'as envie de grandir plus vite peut-être que la normale, mais c'est sûr que ça fait un petit peu peur. Donc, ce que je lui dirais à 18 ans, c'est. Enfin, j'avais surtout pas le recul que j'ai aujourd'hui, mais c'est continue, rencontre des gens, parle, parce que bah, au pire, tu vas tomber sur un idiot et tu vas perdre 20 secondes et tu vas te rendre compte qu'il est bête ou alors qu'il va pas t'apporter ce que tu recherches. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave, C'est c'est autre ok. chose. Mais alors par contre, tu vas peut-être tomber sur la personne qui va te donner des clics ou qui va te faire part de son expérience et qui va faire éclairer quelque chose en toi. Parce que tout à l'heure, tu me disais que toi, tu avais déjà un petit peu ce côté un peu génie, tu savais où tu allais, etc. Moi, je partais en mécanique parce que bah, s'il n'y avait pas ça, bah, je partais de toute façon sur un bac général. Et alors, si c'était pour faire un bac S, L ou j'en sais rien, ou STMG, je crois que c'était à l'époque, bah, je m'en serais retrouvé en fait avec peut-être 2 ou 3 ans avancés, pas beaucoup plus avancés, parce que j'aurais un bac et en me disant qu'est-ce que je veux faire maintenant? C'est clair. Donc voilà, le côté un petit peu passion voiture m'a permis d'amener ça. Et en fait, bah, je pense que le côté un peu perturbateur à l'école, etc., m'a montré, parce qu'on va pas parler des conseillers d'orientation hein, que nous on a pu rencontrer, mais ça m'a permis, je pense, de voir que j'avais le contact facile et que bah, peut-être qu'il y avait un petit côté commercial là-dedans à développer, quoi. Moi, je pense que ce qu'on pourrait leur dire aux nous de 18 ans et du coup le dire à sûrement d'autres jeunes qui nous écoutent, c'est qu'à l'époque, après moi je suis une femme donc c'est encore plus renforcé, mais ce qu'on nous dit tout le temps c'est que c'est un problème d'avoir une grande gueule. Ah bah oui. Et qu'en fait là on approche des 30 ans et que c'est la meilleure chose de notre personnalité qui nous est construite, c'est notre grande gueule en fait. Donc c'est ça qui a permis de faire qu'on arrive à réseauter. Aujourd'hui, entreprendre, alors que ce soit dans l'immobilier ou dans n'importe quel... dans l'immobilier encore plus, mais dans n'importe quelle entreprise, se constituer un réseau, rencontrer des gens, y aller, serrer les premières mains alors que tu connais pas... et voilà, bah, en fait, pas avoir honte de taper dedans, bah ça, faut avoir une grande gueule. Ouais, alors après, grande gueule, c'est un grand mot. Mais c'est ça, c'est pas péjoratif, oui, tu parce vois. que le problème, c'est qu'il y en a qui vont être trop comme ça et qui vont potentiellement se fermer une partie des personnes qu'ils pourraient rencontrer. En fait, faut bien savoir placer ses mots, faut être intelligent, quoi. Ouais, mais j'ai pas envie de mettre la pression non plus dans ce sens-là. C'est, vous avez quelque chose à dire, dites-le. Ouais, Peu ça. importe de la manière, même si c'est maladroit, exprimez-le. Ouais, Ça après peut être que ce compliqué. soit, tu vois, C'est ça. Zoé, Vanny, nous deux, c'est la même chose. On est tous des jeunes à qui on a dit que c'était trop. Oui, exactement. Et en fait, non. Mais après, tu vois, j'ai rencontré aussi des personnes où c'était pas assez. Et non, c'est des personnes qui finiront par éclore tôt ou tard. Mais si vous avez quelque chose à dire, dites-le, peu importe la manière. C'est sûr que nous, on nous disait, allez, on jette le pavé dans la mare, on verra bien un petit peu ce que ça va donner. Mais quelqu'un qui va le dire, mais avec une petite voix, etc., quelqu'un qui est à l'écoute va dire, Oupa, attends, ce que tu viens de dire, là, ça m'intéresse. Viens, on en discute. Donc, parler et évoquer, parce que le fait d'être une grande gueule, ça peut aussi être perçu de voilà, il cache quelque chose, il veut comment dire, combler un manque ou ça va être un embobineur ou des choses comme ça. Alors que, et c'est un truc aujourd'hui, pour moi qui n'est pas du tout acquis, mais sur lequel je me remets en question, j'essaie d'apprendre, c'est essayer de parler quand tu as quelque chose à dire, parce que quand tu parles pour ne rien dire, ça n'amène à rien en fait. Hein. C'est pas parler beaucoup, c'est parler juste. Oui, mais c'est pas facile parce que quand tu as ce côté un peu où tu es motivé, enjoué, ou quand tu crois dans un projet, tu as envie que tout le monde connaisse ton projet sous ses mains. Les gens s'en foutent en fait un petit peu. Donc il faut réussir aussi à trouver ça. Alors c'est sûr que si tu trouves ton binôme un peu comme on s'est trouvé sur
sur on pourrait aller aux grandes gueules, etc. Parce qu'évidemment, quand on parle de ça et on est passionné et motivé par ce qu'on fait, ah ben, si vous êtes avec nous au bar, vous allez voir, les gens autour, ils ont les oreilles comme ça. Donc, Il y a mais, 3 tables autour qui finissent pas sans ouais, un heure. exactement. Mais voilà, je pense que aussi, parler concis, prendre le temps de savoir de Ouais. ce qu'on veut dire, va forcément aussi avoir plus d'impact parce que bah, ça évite aux personnes de trier, quoi. Ouais. Vous faites une phrase de Bah, 3 c'est vrai km. que les gens qui nous pitchent leur projet aujourd'hui, alors moi que ce soit pour du coaching ou toi pour des locaux commerciaux, faut quand même que ça tienne en moins de 8 minutes, je pense. Ah oui, Tu vois, facile. oh 8 bah minutes, oui. bien tassé, où tu t'es raconté 2 ou 3 anecdotes entre temps. Mais vraiment sur la nature du projet, dès que vous sentez que ça part au-delà des 7-8 minutes, ça Et commence à être encore, compliqué. alors, Toi, c'est même euh, 3 minutes. en fait, aller à l'essentiel pour amener des Ouais. questions à développer. Et que nous, on ait envie de poser des C'est questions. ça. Bah Parce ouais, qu'en c'est fait, ça. si on perd l'attention, Mm, pour moi, c'est déjà terminé. mm. Donc, vaut mieux faire un concis de 3 à 5 minutes et plutôt éveiller la curiosité des gens. Parce que Ouais. si vous faites quelque chose de concis en C'est 3 un à peu 5 minutes, mystérieux. votre interlocuteur va dire ah, ça, j'ai bien aimé, ça, j'ai pas compris, ça, tac. Et là, après, en fait, ça mène à des questions. Si vous arrivez à 8 minutes, la personne va dire bon, ça, j'avais noté, puis vous allez le perdre là-bas. Ouais, donc en fait, bon, le but en fait, c'est toujours de garder l'intérêt qui a été Mm. porté soit au projet, soit à l'histoire que vous êtes en train de raconter. Oui, il faut Et percuter en justement, moins d'une minute, ça c'est sûr. ouais, c'est ça. Faut être Par exemple, percutant. quand on Et regarde après, si t'arrives à aller aux l'émission, 8 minutes, c'est que c'est bon, c'est c'est que ça. c'est Qui veut être intéressant. mon associé, par exemple, c'est une chose qu'on regarde un petit Mm. peu. Bon, chacun en fait son idée, bien évidemment. Mm. Mais pitch en 1 minute, je suis pas forcément OK. Non, je Alors pense que après, ça, il attention, faut on est être dans un autre percutant. domaine, parce que là, on est sur des personnes qui vont mettre voilà, de l'argent comme sur la table. Mais voilà, de trouver un compromis entre soyez passionné, soyez passionnant, Mm. mais ne rentrez pas dans un truc où il va me mettre la tête comme ça. Faut rester sur du concis parce que Ouais. finalement, quand on crée une société ou une entreprise ou un concept, on se rejoint quand même sur différents points, sur la personne qui le lead, avec qui vous voulez travailler, les locaux, des choses comme ça. Ça reste des choses qui sont qui vont résonner finalement chez les autres. Mm. C'est pas, peu importe votre concept, si à un moment vous avez besoin d'avoir des personnes qui rentrent dans votre boutique, Mm. vous aurez besoin d'une boutique. Donc Mm. on va parler d'aménagement, etc. Mais me dire que tu vas me mettre du taupe dans, par exemple, TVC, parce que ça va rappeler le côté nature que tu avais en Savoie. Bon, On s'en fout. ouais, c'est ça. C'est très très bien d'y penser dans Ouais. son concept, etc. Mais Faut si pas pitcher nous, ça, quoi. ouais, voilà, exact. Et aller à l'essentiel Mm. et développer ce qui sera en fait. Parce que quand vos interlocuteurs vont s'intéresser à quelque chose, vous allez comprendre, ah, là les gens ont de l'intérêt pour ça. Et finalement, peut-être corriger le tir par rapport au Mm. second ou au troisième pitch que vous allez faire avec d'autres personnes, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Et si vous avez envie de parler plus, faites des podcasts. Mais exactement, ouais, parce que peut-être que nous aussi, vous allez nous dire là, on parle beaucoup trop, mais on le prendra très très bien parce qu'on est déjà au courant. Hein. Alors, j'ai une question que j'avais trop envie de te poser. Dis-moi. T'es-tu senti déjà illégitime ou pas à ta place? Et surtout, ce qui intéresse tout le monde, c'est comment est-ce qu'on a surmonté ça? Est-ce qu'on se Euh, sent pas encore un peu illégitime? c'est ça en Je crois fait. que c'est le travail d'une vie en vrai. Oui, et je pense que c'est quelque chose au début qui peut nous desservir Mm. parce que croire en son projet, avoir confiance en soi, c'est une chose, mais le fait de se sentir illégitime, j'ai réussi personnellement, je dis pas que c'est la bonne règle, hein, je suis encore en train de tester, mais le fait de ne pas se sentir légitime, en fait, ça me demande une remise en question perpétuelle. Mm. Attends, là tu viens de dire ça, est-ce que tu es bien d'accord? Donc en fait, j'ai transformé ça en. C'est pour ça, en fait, quand j'ai commencé l'immobilier, c'était je veux être le meilleur. Mm. Donc, si je veux être le meilleur, je vais être curieux de tout. Ça, pourquoi ça se passe comme ça? Alors au début, je pense que j'ai dû mettre mes patrons avec une tête comme ça, parce qu'ils étaient là, ouais, ils me fatigue de poser cette question-là, etc. Mais en fait, peut-être que j'allais trop loin sur chaque sujet, etc. Mais en fait, aujourd'hui, quand j'arrive face à un dossier qui peut être ultra complexe, ben, je suis béton. Et c'est comme ça, parce que moi, je fais un métier de service aujourd'hui. Et pour moi, en fait, quelqu'un qui me rémunère ou qui paye mes honoraires pour avoir du conseil ou un service, eh ben, cette personne-là doit avoir le sourire. Mm. Et il faut que je puisse amener mon expertise sur un sujet pour lequel il va me rémunérer. Mm. Donc, ce côté de voilà, bonjour monsieur, aujourd'hui je vais mettre 2, 3, 5, 10 millions sur la table. Le petit Vendéen qui faisait la vidange de la 206,
Faut Ouais, faut pas, qu'il voilà, aligne le savoir, Exactement. hein. Donc en fait, ce côté de pas être légitime, il me suit toujours un petit peu. Mm. Mais j'ai réussi à le transformer comme une force, c'est que j'ai travaillé plus fort, parce que je sais que la personne en fait qui va me rémunérer, si aujourd'hui à chaque question je lui amène une réponse, ou alors je vais lui dire attendez là-dessus, je vais me renseigner sur ce sujet et revenir avec une réponse claire. Ah ben, en fait, le fait d'avoir des clients qui me fassent un sourire, qui me donnent un avis, etc., ça va au-delà de la Mm. rémunération et ça me permet de m'asseoir un petit peu, Mm. pas une légitimité, mais une confiance qui se gagne au fur et à mesure et qui me permet d'ailleurs d'être devant vous, Mm. d'être avec toi aujourd'hui devant Mm. un micro. Parce que je peux vous dire que quand on a parlé podcast, ouf, ça a été compliqué parce que moi aussi j'écoute beaucoup de podcasts, j'essaie de m'inspirer, j'aime me nourrir des gens, je crois beaucoup au leadership. Mm. Et me dire que moi, je peux faire éventuellement un petit podcast, etc. Et potentiellement, si déjà je fais un déclic où on fait toute l'équipe de la Mona Community, un déclic, ne serait-ce que dans une tête, pour moi, c'est pas gagné. Ouais, c'est trop bien. Parce que cette manière en fait de s'exprimer, où on peut l'écouter le soir en se couchant, le matin en faisant son petit déjeuner ou en rentrant en voiture, etc., ou même dans le train, Mm. si juste ça permet d'avoir cette phrase qu'on n'a pas eue de sa famille, de ses amis Mm. ou du patron sur lequel on est en recherche d'une connaissance Et si on pense perpétuelle, que c'est pas possible. c'est ça. Mm. Donc, et toi d'ailleurs, parle-moi de ça parce que tu es quand même plus jeune que moi, mais par contre, tu ne m'as jamais fait ressentir dans tous tes projets. Mm. C'est-à-dire que toi, tu es arrivé, ok, j'ai 24 ans, ok, je suis coiffeuse, mais vous n'êtes pas prêt. Parce que moi, Mm. j'arrive avec un truc où, voilà, j'ai ma vision, je sais que ça va marcher parce que je viens avec de l'expérience, je viens avec une solution à une problématique. Oui, et surtout que je travaille plus que les autres. Moi, c'est la seule chose où je me sens légitime, c'est que je sais que je travaille plus, alors pas forcément en quantité, même si aussi en quantité, mais en qualité. Je me forme plus, je cherche plus à apprendre, et je le vois. Et dès que je vois quelqu'un, alors je pense que c'est un côté compétiteur, mais dès que je vois quelqu'un qui se forme plus, je me dis que c'est moi, je suis pas à la hauteur, donc je vais encore plus me former. Et du coup, pour toujours être la plus performante possible. Donc, bien sûr que ça te fait oublier l'âge, ça te fait oublier plein de choses. Enfin, après, j'ai quand même la chance d'avoir attaqué ma carrière à 14 ans. Donc, forcément, j'ai déjà beaucoup d'expérience à 28. Mais pour le coup, je pense que c'est la légitimité, c'est assez juste ce que tu dis. Où moi, je me sens jamais légitime non plus, jamais vraiment OK avec ce truc de chef d'entreprise. J'ai encore du mal à le dire. Mais c'est ça qui fait que je me remets en question tout le temps, tout le temps, tout le temps, que je vais chercher les infos, que je grandis et qu'on reste aligné avec notre époque aussi. Parce qu'effectivement, moi, la coiffure, ça change tous les 6 mois. Donc, le fait que j'arrive encore à être moderne en 2025, alors que je suis diplômée, je crois, depuis genre 2012, je faisais encore des carrés plongeants et des nuques blondes et des dessus bruns. Ok. Donc, le fait que je sois encore dans une modernité aujourd'hui, c'est grâce à ce petit syndrome de l'imposteur, même si Ça force une remise en question c'est ça, permanente, quoi. grâce à la quantité de travail qu'on déploie, on sait quand même qu'on est à notre place. Parce que effectivement, comme tu disais, de bosser autant pour quelqu'un d'autre, au bout d'un moment, il y a une perte de sens. Donc on sait dès le départ, moi j'ai toujours bossé pour mes anciens employeurs comme je bosse pour moi aujourd'hui, sauf qu'au bout d'un moment, au bout de quelques années, on voit que ça n'a pas trop de sens de faire ça. Donc on est à notre place par la légitimité du travail, par méritocratie, mais par contre, on se sentira jamais à notre place ultra légitime et en ayant tout appris, et c'est ça qui fait que on est les plus performants. Oui, C'est toujours aller chercher des infos, toujours se remettre en question. c'est ça. Mais que ça soit dans la formation ou dans le fait de se nourrir Mm. dans le leadership. Par Ouais, exemple, ouf. tu vois, je pense que tu fais la même chose aussi avec tes équipes. Moi, avec mon équipe, quand on fait des réunions ensemble et qu'on travaille ensemble, il y a une phrase qui va sortir ou un point de vue différent qui va arriver et ça permet d'avoir un prisme totalement différent sur un sujet. Mm. Et en fait, je trouve que le débat est enrichissant. Non, c'est C'est pour de ça nourrir que, les uns les autres. voilà, et moi je vois pas ça comme de la. Alors, forcément, il y a de la concurrence, mais je vois surtout avec mes confrères des choses, je reste jamais comment dire, arrêté sur des idées. Je Mm. pense qu'à partir du moment où tu arrêtes d'apprendre, t'es déjà mort en fait. Parce Ouais. que justement, on est dans un métier qui change très vite. Toi, tu le vois par la coiffure parce que c'est quelque chose qui est très sociétal Mm. et aujourd'hui c'est devenu un peu une identité, Mm. donc ce qu'on renvoie. Nous, aujourd'hui, c'est pareil, on a dû s'adapter avec le Covid, Mm. les personnes qui font plus du télétravail, enfin voilà, ça, on revient aussi sur quelque chose de sociétal parce qu'on a un toit sur la tête
et on est obligé justement de s'adapter tout le temps. Mais ouais, la remise en question pour moi est comment dire, primordiale. Ouais. Si on n'a pas ça, on se fera dépasser de toute façon à un moment donné. Alors, c'est pas une assurance, bien évidemment, mais la curiosité pour moi est top. Ok, trop intéressant. Écoutez, je pense qu'on a pas mal posé nos voix sur ce sujet d'aujourd'hui qui était plutôt sur comment est-ce qu'on fait quand on ne se sent pas légitime en venant de province à Paris, comment est-ce qu'on fait quand on se sent pas légitime et qu'on est trop jeune aux yeux de la société pour monter un projet. Et en fait, j'espère qu'on a réussi à vous prouver que le travail, le mérite, l'apprentissage, la remise en question, c'est un peu les solutions et qu'on est les preuves qu'au bout de quelques années, ça paye. Donc on espère qu'on a été les plus inspirants possibles pour vous qui êtes en train de manger vos chocs à pic ou en train d'être sous la douche. Voilà, en tout cas pour nous ça a fonctionné, donc ça peut fonctionner pour vous. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Nous régions du talent. Alors, je sais pas s'il y a des droits, mais S'il y a des droits en plus. trouvé. Ah, purée. En tout cas, merci Ben pour cette discussion hyper intéressante. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À très vite.